Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer la MotoGP avec le Grand Prix de Catalogne qui avait lieu sur le circuit de Catalunya. Circuit de Barcelone avec sa ligne droite de quasiment 1 km. Circuit est très intéressant, plus intéressant en moto qu'en F1 ces dernières années. Alors, du côté du circuit moto, ils utilisaient le nouveau virage 10. Par contre, ils n'utilisaient pas la section extrêmement lente qu'on prend en F1, c'est-à-dire ils prenaient les anciens virages du circuit de Formule 1. Qui sont bien plus intéressants que cette section extrêmement lente, et on a vu ça permet de commencer à prendre de l'aspiration bien plus tôt dans la ligne droite et de pouvoir faire des dépassements. Alors certes, en moto on a beaucoup moins de perturbations aérodynamiques en F1, mais je pense que ça pourrait être une idée peut-être très intéressante du côté de la Formule 1 d'utiliser ce passage extérieur plutôt que la zone à l'intérieur qui n'est pas très intéressante. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur mes propos, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à me dire si vous avez aimé, pas aimé ce Grand Prix, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, et ça ce n'est absolument pas obligatoire, mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ça soit en moto, en cyclisme ou en F1. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On commence tout de suite, on fera bien entendu les bleus, les tops et flops, mais je commence tout de suite par l'image du week-end, l'image de Johann Zarco avec sa combinaison complètement ouverte. Image qui, ça aurait pu être très dangereux quand même, ce truc-là. Moi ça m'a pas fait, je sais que ça a fait rire certains sur internet, moi ça m'a pas fait extrêmement rire, pour plusieurs raisons. Imaginons que Quartararo tombe, les conséquences auraient pu être dramatiques au niveau de sa peau, il aurait pu être brûlé, tout simplement parce que la combinaison, elle a un rôle. La combinaison, c'est pas juste là pour foutre des sponsors et faire joli. Elle est là également pour protéger le pilote. Or, quand elle est ouverte, au niveau de la dorsale, je pense que ça peut se décaler un petit peu, mais surtout, ça peut être dangereux. S'il fait du ventre glisse, il est brûlé, Coco. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et moi, je trouve que la Dorma, il s'en sort bien avec 6 secondes de pénalité. Moi je trouve ça incompréhensible qu'on ne l'ait pas forcé à rentrer au stand pour refermer sa combinaison, trouver une solution. Moi ça me choque ça, de la part en termes de sécurité. C'est pas comme si le week-end précédent on a un pilote qui est mort quand même en Moto 3, donc il y a un moment en termes de sécurité il faudrait peut-être essayer de trouver des solutions. Et là on a vu encore le laxisme que parfois peut faire preuve la Dorma. Alors autant il se concentre énormément sur la limite de piste, autant là-dessus, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un petit peu. On a vu plusieurs fois des pilotes repartir avec des combinaisons très usées aussi. Notamment Tom Luthi, ça a été arrivé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, en Moto 2, où il était reparti avec une combinaison qui avait les lumières rouges allumées. Ça avait posé aucun problème à la Dorma. Je pense qu'à un moment, il va falloir resserrer un petit peu en termes de règlement. Que ça soit en MotoGP, mais également en Moto 3, on a vu que la course a failli se finir encore avec une catastrophe à la fin du Grand Prix. Donc il va falloir, je pense, vraiment resserrer un petit peu les vis du côté du règlement et surtout du côté des pénalités. C'est bien de mettre des long laps, mais parfois il faut faire prendre d'autres pénalités. Et puis en plus, deuxièmement, sur la pénalité de Quartararo, j'ai absolument pas compris pourquoi à la fin du Grand Prix on lui met 3 secondes. Alors ok, on lui met 3 secondes parce que la combinaison est ouverte. Ok, on lui met que 3 secondes. C'est très généreux. Mais pourquoi 4 heures après le Grand Prix, ou 5 heures, c'était même plus, le Grand Prix avait lieu à 13 heures je crois, on lui met une deuxième pénalité de 3 secondes qui on ne sait pas trop où elle sort. Il semblerait que c'est le plastron parce que sa protection de torse il l'est enlevé. Je trouve quand même que la pénalité me semble un peu cher payée pour ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont aperçus du côté de la Dorma au bout de 3 heures qu'au final Quartararo n'avait perdu qu'une position avec cette pénalité-là? J'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, on va quand même le sanctionner un peu plus, faut qu'on trouve un truc, tiens, tu mets ça Michel et ça va lui faire perdre 2 positions.
Mais vraiment, la pénalité de Quartararo, je pense qu'on peut en dire énormément. Pour moi, il aurait fallu qu'il rentre au stand. Et bon, ça va encore faire parler dans les semaines et dans les jours à venir, je pense, cette pénalité de Fabio Quartararo. Je voudrais encore signaler les magnifiques commentaires de David Dumain et de Randy Dupugnier. Avec Jérôme Roten et Cédric Pinault sur la chaîne Équipe au niveau du cyclisme. On pourrait faire un classement du pire consultant, du pire journaliste sportif ou consultant sportif. Il y avait Marina Lorenzo aussi, quand elle présentait la moto, c'était quelque chose. Là, David Dumain, c'est une catastrophe. Le mec dit que l'airbag s'est déclenché. Tu vois bien que l'airbag s'est pas déclenché. Enfin, il confond une KTM avec une Honda. Là aussi, bon, je sais bien que c'est orange. Mais bon, quand même, tu vois la différence entre les deux motos, et puis tu vois au niveau du classement que c'est pas logique ce que tu dis. Tu vois que la moto qui était derrière, c'était pas une Honda. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc il y a eu le moment de la combinaison, les 3 derniers tours. Écoutez les commentaires de David Dumain et de Dupugnier parce que c'est magique. C'est du grand n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi c'est pas Laurent Rigal qui commente la MotoGP. Parce qu'il commente très très bien la Moto 3 et la Moto 2, donc on pourra le mettre sur la MotoGP. Et puis Randy Dupugnier, il est pas bon consultant, mettez Guintoli, mettez quelqu'un d'autre. Guintoli, il est bon en plus. Là, vous avez Guintoli dans votre équipe. Alors certes, il n'est pas sur toutes les courses, mais bon, Jules Danilo et Louis Rossi, c'est excellent aussi pour les commentaires. Arrêtez de prendre Randy Dupugnier, c'est une brêle au niveau des commentaires. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Quartararo. Là, on va se concentrer sur le sportif. On va dire, moi j'ai mis plus pour Quartararo parce que il s'en sort bien quand même avec sa pénalité 6 secondes. Ça le met 6ème du Grand Prix, ce qui est pas si mal. Il perd pas trop de points au final dans l'affaire. Surtout, il perd pas beaucoup de points par rapport à ses adversaires directs. Fabio Quartararo. Donc ça, c'est encore mieux pour le pilote français. Grand Prix où il était plutôt bien, que ça soit en course et en qualif. Donc oui, il y aura de la frustration parce qu'il perd des points, mais il s'en sort bien parce que pour moi, c'est quand même vraiment... la perte de points est très, très légère. Et puis surtout, il reste en tête du classement du championnat du monde et avec une belle avance encore parce qu'il garde 14 points d'avance sur Johan Zarco. Donc c'est plutôt très bien joué de sa part, et puis que ce soit Banaya est derrière lui, et puis Miller et Mir reprennent très peu de points par rapport à lui. Miguel Oliveira est très loin au championnat, donc c'est plutôt pas trop mal pour le pilote français. Et en termes de rythme, le rythme était là, même si on sentait que du côté de la Yamaha il y avait un petit manque de performance sur la fin, sur la ligne droite. Et son pneu avant était très amoché aussi. Ils étaient partis avec un tendre à l'avant. Je pense que c'était pas forcément le meilleur choix, parce que je pense qu'il aurait eu du mal à s'en sortir face à Oliveira, parce qu'on voit que le pneu était vraiment dans un très très sale état. Contrairement à ce que disaient Randy Dupugnier et David Dumain, quand un pneu bouloche autant, c'est pas normal. Et il faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre qu'un pneu qui bouloche, c'est un pneu qui s'use. Mais bon, ça là encore, une belle équipe de branquignoles à la tête de Canal+ pour la moto. C'est dommage parce que pour la F1, c'est bien meilleur. On continue avec Johan Zarco. Très bon Grand Prix. Très bon Grand Prix pour Johan. 3ème sur la grille, 2ème à l'arrivée. Il finit très très fort. Dommage sa mise en route. C'est-à-dire les 3-4 premiers tours sont compliqués. Je crois que sur le premier tour, il perd 4 ou 5 positions. Je sais plus, je l'avais noté sur mon petit cahier rouge. Zarco, il perd 3 places sur le premier tour. 6 pour Rossi, aussi, qui fait un mauvais premier tour. C'est dommage parce que je pense que les positions qu'il a perdues au départ et le temps qu'il a dû prendre pour dépasser les adversaires avec qui il était, c'est des places, c'est du temps qui lui a manqué pour aller chercher Miguel Oliveira. Va falloir qu'il améliore ses débuts de course, parce que ça fait depuis on avait vu au Mans notamment aussi, où le début de course n'était pas exceptionnel de sa part, et ça lui coûte du temps et des secondes, alors qu'il finit très bien ses grands prix. Il était parti avec 2 pneus durs. C'est aussi une des raisons qui font qu'il a eu une mise en route un peu compliquée, Johan Zarco. Mais bon, c'est un peu frustrant parce qu'on sent que la victoire est pas loin. Et je pense que la victoire débloquera
quelque chose dans sa tête pour Johann Zarco, parce qu'il attend ça depuis tellement longtemps que c'est vrai qu'à un moment, ça va commencer à être une frustration et ça peut nuire à son niveau de performance, ça peut nuire au niveau mental. Mais du côté de Johann Zarco, voilà, il est à 14 points au championnat du monde, très régulier, c'est l'un des pilotes les plus réguliers. C'est dommage son abandon au Portugal, parce que si tu regardes, s'il n'avait pas abandonné au Portugal, donc avec la deuxième place, il serait en tête du championnat du monde en ce moment, où il serait très proche de Fabio Quartararo. Donc c'est dommage son abandon au Portugal, mais il n'a pas grillé d'autres jokers depuis. Et elle est toujours meilleur pilote Ducati au championnat et là sur cette course. On passe tout de suite aux pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Miguel Oliveira. Très bon week-end. Bon, on sent que KTM est déjà revenu aux avant-postes. J'avais signalé lors des précédentes courses que KTM ça allait beaucoup mieux au niveau performance. Notamment avec l'arrivée du nouveau châssis, mais on sentait qu'ils avaient trouvé quelque chose peut-être au niveau des réglages pour améliorer le niveau de performance qui c'est vrai était assez moyen en début de saison, mais on sait que KTM ils savent redresser la barre, notamment en Moto2, ils nous l'avaient montré en 2019 où ils avaient fait un énorme travail en Moto2 pour retrouver un niveau de performance à l'époque avec Brad Binder comme pilote dans l'équipe du Team Ijo. Donc ils avaient testé 12 ou 13 châssis différents pour arriver à trouver le bon châssis, et Brad Binder avait fait une fin de saison 2019 en trombe en Moto2. Et là du côté de Miguel Oliveira, on sent que le travail de Pedrosa a également payé au niveau du châssis, et puis Miguel Oliveira c'est quand même un très très bon pilote. C'est vrai qu'on parle toujours de Brad Binder chez KTM. On voit que pour le moment c'est lui qui tient la baraque dans l'équipe, donc ouais, solide, et on sait que c'est un pilote qui aime bien quand même s'échapper, hein. C'est un peu comme Fabio Quartararo, c'est un pilote quand il s'échappe il est très dur à rattraper, et c'est déjà sa 3e victoire en MotoGP. Il y avait eu, oui c'est sa 3e victoire, hein, Red Bull Ring, Portimao, et là donc la Catalogne, et puis sur des circuits assez différents, hein, que ça soit Portimao, que ça soit la Catalogne, et également même si Portimao et la Catalogne on peut dire qu'il y a beaucoup de dénivelé, de mouvement de terrain, c'est quand même deux circuits qui sont un petit peu différents, et puis surtout par rapport au Red Bull Ring, là ça n'a rien à voir. Donc Miguel Oliveira c'est un pilote sur lequel il faudra compter et se méfier, notamment je pense en Autriche, hein, sur les 2 Grands Prix au mois d'août, parce qu'on rappelle que là il nous reste 2 courses, Grand Prix d'Allemagne, Grand Prix des Pays-Bas, et ensuite mois de juillet aucune course parce que le Grand Prix de Finlande a été annulé, et on reprendra le 6 août avec le Grand Prix de Styrie, où je ferai le débrief c'est vite normalement, parce que 6 août c'est peut-être la fin des Jeux Olympiques. Non, il y aura les Jeux Olympiques, ça sera compliqué. Ça sera plus le deuxième Grand Prix d'après, ça sera un peu plus facile pour faire le débrief, et surtout pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Je continue côté des pilotes au top avec Jack Miller. Jack Miller, pourquoi là encore, bonne course de la part du pilote australien qui a profité des problèmes de Fabio Quartararo. Ça c'est sûr, mais qui de toute manière avait un bon rythme encore une fois sur la deuxième partie de course, et puis bonne qualif de Jack Miller. C'est quand même un pilote qui sait faire en qualification. L'Australien, on sent qu'il est quand même à l'aise avec la Ducati, on sent que la Ducati est quand même plus facile à manier aussi, même si la Ducati a souvent été performante en Catalogne, hein. C'est une machine qui a plutôt toujours très bien performé sur cette piste. Sur l'histoire de Ducati en MotoGP depuis maintenant 15 ans. Et du côté de Jack Miller, là encore, il est sur sa dynamique, hein, depuis le Grand Prix d'Espagne, qui a lieu en avril. Ça fait depuis un mois qu'il est sur une très très belle dynamique, 2 victoires, encore une fois un podium. Donc il est très performant. On rappelle également une 6e place au Mugello, et c'était une déception pour lui. Donc là, il est sur une belle dynamique depuis 4 courses. Et puis le retard au championnat du monde, il est de 25 points. Donc ça reste un retard important, on va dire, à ce moment-là de la saison, mais qui est totalement comblable. Et puis on sait que du côté de Fabio Quartararo, Styrie et Autriche, et le Grand Prix d'Angleterre, ça risque d'être un petit peu compliqué avec le moteur Yamaha, et c'est des circuits qui devraient convenir à la Ducati.
Donc ça peut être très intéressant, même si Fabio devrait très bien s'en sortir sur le Sachsenring, qui est la prochaine course de la saison. On continue également avec Bastianini, 10e place pour Enea Bastianini, en tête du classement des débutants. Il a profité du fait qu'il y a eu pas mal d'abandons, mais c'est bien de sa part. Il est quand même devant son équipier. C'est quand même assez souvent le cas pour Bastianini de finir devant Luca Marini. C'est du bon travail de la part du pilote italien. On sait que il y a des équipes qui pourraient être intéressées par Bastianini, et puis il y a des équipes qui pourraient regarder le pilote italien, notamment l'équipe Petronas. Quand on voit les performances de Rossi, et on sait que Rossi est peut-être plutôt sur le départ, pourquoi pas également Aprilia, l'équipe officielle Aprilia. On sait qu'on discute avec Dovizioso, mais ça pourrait être également un pilote intéressant pour accompagner Dovizioso. C'est un pilote qui est solide, c'est un pilote qui tombe assez peu quand même depuis le début de saison, je trouve. Et puis encore une fois, devant son équipier c'est quand même pas un branquignol non plus, c'est Luca Marini. Donc bon travail de la part d'Enea Bastianini. On le voyait peut-être pas être aussi à être à ce niveau-là. Moi je le voyais peut-être un peu plus en retrait, et puis surtout en tête du classement des débutants. Ça c'est également une très très belle chose pour le pilote italien. C'est surtout intéressant de le voir finir des grands prix, et puis c'est son deuxième top 10 de la saison, donc ça c'est bien aussi, deuxième top 10 sur une année avec une moto qui n'est pas si facile que ça, c'est une Ducati ancienne génération. Chapeau monsieur Bastianini. On passe au flop. Du côté des flops, j'ai commencé avec Marc Marquez. Grand prix compliqué pour Marc Marquez, c'est pas une surprise non plus. On sait que c'est un pilote qui est dans une situation délicate. Moi j'ai lu une interview de l'ancien médecin de la clinique mobile qui disait grosso modo l'infection est toujours là, et il pense lui que Marquez aura beaucoup de mal à retrouver son niveau. Et de toute manière on voit un pilote qui est en difficulté, qui force énormément au niveau du pilotage. Encore une chute là lors du Grand Prix, ça fait 3 résultats blancs du côté de Marquez. De Marc Marquez, je le retrouve, oui, 3 résultats blancs. La spirale est négative. Heureusement pour lui, on arrive au Sachsenring, qui est sa piste fétiche, mais quand on voit la difficulté qu'il a avec sa moto, alors est-ce qu'il a des difficultés avec sa moto parce que ce sont des difficultés physiques, ou est-ce qu'il a des difficultés avec sa moto parce que tout simplement il n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur sa machine? Ça, après, j'ai du mal à le déterminer, mais c'est vrai que quand Marc Marquez est revenu, on s'attendait à ce que ça soit difficile, mais à ce niveau-là peut-être pas quand même. Pour le pilote espagnol, il est un petit peu nulle part, et ça commence à devenir très très frustrant pour lui. Je continue du côté des pilotes flop avec Alex Rins. Comment se blesser de manière conne? Il s'est blessé en faisant le tour de reconnaissance du circuit à vélo. Voilà. On dirait une blessure à la Johan Gourcuff. Ça, c'est c'est. Enfin, je sais pas. Et encore une fois, Alex Rins, il va falloir qu'il commence à s'inquiéter quand même, Alex Rins, parce que certes, son contrat avait été renouvelé assez tôt. Je crois me rappeler l'année dernière. Mais bon. C'est le 5e résultat blanc, il est quand même 15e du championnat du monde. Alors déjà face à Johan Mir, là déjà il n'existe plus, mais même pour le championnat pilote, Suzuki est une équipe qui est officielle. Quand on prend également son début de saison l'année dernière, qui avait été très mauvais avec pas mal de chutes, est-ce que pour une équipe officielle on peut avoir un deuxième pilote aussi irrégulier? Alors sur le Sachsenring, on va voir qui sera au guidon. Est-ce que ça sera lui? Est-ce qu'il sera remis de sa blessure, ou est-ce que ça sera Sylvain Gattoli? Mais ça va être encore des points de perdus pour l'équipe Suzuki. C'est bien dommage, puisque Gattoli il n'a pas roulé depuis quelques temps quand même sur cette piste du Sachsenring. Et puis Alex Rins blessé. Le Sachsenring, c'est quand même un circuit où on doit bouger
Souvent, on doit se mettre sur l'angle. C'est un circuit quand même un petit peu physique. Ça risque d'être difficile pour le pilote espagnol s'il n'est pas totalement remis. Mais ouais, Alex Rins depuis 2 ans, je trouve que c'est assez incompréhensible. Puis là, la blessure vraiment conne, quoi. Quand on est pilote officiel, on peut pas se blesser de cette manière. Enfin, c'est une faute professionnelle. Et puis, je termine du côté des pilotes avec Nakagami. Encore une fois, un Grand Prix compliqué pour Nakagami. J'ai l'impression que le pilote japonais perd pied, vraiment, là, en ce moment. Il perd vraiment pied. Par rapport à Alex Marquez, son équipier, mais même par rapport à sa moto. Alors certes, c'est la Honda, elle est difficile à piloter. C'est pas comme si on l'avait dit déjà en 2019 que se contenter d'un seul pilote pour jouer le titre, ça allait être compliqué. Mais Nakagami, autant l'année dernière, il s'était énormément battu pour faire des bons résultats, autant cette année, j'ai l'impression que parfois en course, il a l'air démotivé ou en qualification. Et c'est un petit peu dommageable parce que c'est un pilote sur lequel Honda a misé énormément. Ça fait depuis de nombreuses années que Honda met de l'argent sur Nakagami. C'est quand même un pilote qui a montré des belles choses l'année dernière, avec une belle régularité dans ses résultats. L'un des rares pilotes qui est arrivé à sortir des bons chronos avec la Honda, mais du côté de Nakagami, ça ne marche pas du tout. On pourrait dire la même chose un petit peu de Morbidelli, mais je trouve que c'est un niveau supérieur à Morbidelli du côté de Nakagami. Et puis, il n'arrive surtout pas à faire l'écart par rapport à Alex Marquez, alors qu'Alex Marquez, l'année dernière, a quand même été extrêmement décevant et que cette année, c'est pas la folie encore, Alex Marquez. Donc, c'est vrai, du côté de Nakagami, il y a peut-être une place à prendre hein, quand on voit la situation avec Marquez. Est-ce que c'est sur lui que Honda miserait? Pas sûr par rapport à son année 2021 qui n'est pas exceptionnelle. On passe au classement pilote. Tout de suite, et du côté du classement pilote, vous l'avez à l'écran, c'est Fabio Quartararo qui est en tête du championnat avec 115 points, 14 points d'avance sur un deuxième français, c'est Johan Zarco. On retrouve ensuite Jack Miller, mais qui est déjà à 11 points de Zarco et 15 points de Quartararo, puis Francesco Bagnaia, Johan Mir, Maverick Viñales. Le problème de Johan Mir, c'est certes une belle régularité dans les résultats, mais il manque une victoire et il est déjà un petit peu loin, hein, Johan Mir, parce qu'il est avec 78 points seulement, donc ça commence à faire beaucoup. On continue donc avec Miguel Oliveira 7ème, puis Alex Espargaro, Brad Binder, Franco Morbidelli, Nakagami, premier débutant Bastianini, devant Jorge Martin qui a fait son retour et qui a marqué 2 points sur cette course. Valentino Rossi est 19ème, juste derrière Marc Marquez, et puis on retrouve Luca Marini 21ème et Stéphane Wardel 22 devant Lorenzo Savadori. On continue du côté du classement constructeur avec Yamaha qui est à égalité de points avec Ducati, mais qui est devant au nombre de victoires, 143 points d'un côté comme de l'autre. Puis on retrouve KTM avec 83 points, 1 point devant Suzuki. Il va y avoir une belle bagarre pour la troisième place de ce championnat. Et puis ensuite Honda, bien largué. Et Aprilia, qui est pour l'instant 6ème. Le fait que Alex Espargaro est abandonné sur cette course a coûté cher au team Aprilia. Et puis on passe au classement par équipe, et là c'est Yamaha qui est en tête avec 12 points d'avance sur Ducati qui revient. Pramac est toujours en tête des indépendants assez largement à la 3ème place, puis on retrouve Suzuki qui est devant KTM, LCR Honda, donc voilà, à 70 points de Pramac, et puis le team Petronas, le team officiel Honda 8ème devant Aprilia, le team Avintia et Tech 3 dernier de ce classement avec 36 points, mais en bagarre avec Avintia. Mais le double abandon ce week-end n'a pas fait du bien à l'équipe française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, on se retrouve pour le prochain Grand Prix des Sachsenring. Donc c'est du 17 au 20 juin, donc c'est dans une quinzaine de jours. Et on fera le débrief à la suite de ce Grand Prix. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.